monsieur, bonjour. Bon début de semaine sur RTI 1. Dans ce 13h édition de proximité, nous parlerons des projets de développement de la ville de Dimbokro et le redémarrage des activités de l'usine textile Utexi. Un plan qui tient compte des valeurs sociales et de l'union des forces vives de cette localité. Le développement dans cette édition. L'ONEP renforce sa proximité avec les populations. Dans l'étude de l'impact de son action, l'Office envisage intensifier ses efforts pour garantir un accès équitable des populations à l'eau potable, de l'eau potable de qualité pour chaque Ivoirien sur tout le territoire national. Et puis, entre la France et l'Algérie, les tensions reprennent. L'Algérie demande à 12 agents de l'ambassade de France de quitter son territoire sous 48 heures. Paris se dit prêt à riposter. Bienvenue à tous. Une ville attractive et dynamique. Voici toute l'ambition du conseil municipal de Dimbokro. Pour son premier conseil, le démarrage des activités de l'unité industrielle Utexi figure en tête des projets. Un plan pour le renouveau économique de la commune qui est soutenu par les forces vives de la localité, entraîné par une forte cohésion sociale. On le voit avec Godfrey Okambawa. Bientôt le démarrage des activités de l'usine Utexi à Dimbokro. L'information est donnée par le premier magistrat de la commune, Adama Koulibaly, à l'occasion de la première session ordinaire du conseil municipal. Ce dossier de Utexi a été élevé au rang de priorité de sorte que le Premier ministre a commis une mission ici qui est venue avec des Indiens pour voir les modalités de redémarrage des activités au niveau de l'usine. Donc j'ai demandé aux populations d'être rassurées. Des emplois qui devront apporter un souffle nouveau à l'économie locale. Et justement, pour l'année 2025, ce sont 36 projets et 5 actions sociales qui seront réalisées pour améliorer les conditions de vie des populations. Construction de centres de santé ruraux, l'équipement scolaire, la réhabilitation de bâtiments publics, la mise en place de feux tricolores et d'un guide touristique pour Dimbokro. À cela s'ajoute la prise en charge de 250 élèves. À l'unanimité, les conseillers municipaux l'ont adopté. Nous avons donné des instructions donc, à nos services, notamment les services financiers et les services techniques, pour qu'ils puissent accélérer la réception disons, des investissements en termes d'infrastructure pour permettre d'accélérer un peu les décaissements au niveau de l'année 2025. Et nous avons demandé également l'accélération de tous les chantiers. Pour rappel, l'état financier de 2024 présente 733 millions de francs CFA de recettes recouvrées sur une prévision de 795 millions en fonctionnement. En Côte d'Ivoire, les plans de développement, qu'ils soient publics ou privés, tiennent compte aussi de l'accès à l'eau potable pour tous les Ivoiriens. Une vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, portée et exécutée par l'Office national de l'eau potable. L'ONEP fait le bilan de son action pour l'évaluation du plan stratégique triennal. Démarré depuis 2023, des perspectives restent encore à être réalisées en cette année 2025. Godfrey Okambawa. L'eau potable, accessible à tous les ménages. Cette vision du président de la République Alassane Ouattara est portée par l'Office national de l'eau potable ONEP. Le plan stratégique triennal 2023-2025 vient répondre aux attentes. Il s'agit entre autres de l'analyse du positionnement de l'ONEP, la programmation des investissements ainsi que les besoins qui font l'objet d'un suivi. Et pour 2025, des orientations ont été données pour la conception du plan stratégique quinquennal arrimé au PND 2026-2030. Nous voudrons mettre un accent sur le tissu national. Les entreprises capables sont des entreprises qui doivent pouvoir travailler dans le temps, travailler rapidement, travailler avec la qualité qu'il faut. Nous en avons, mais les défis que nous devons relever sont quand même assez importants, donc nous avons besoin de faire une sélection autour donc de ces entreprises. Cette rencontre a été l'occasion pour l'ensemble des directions de passer en revue les différents objectifs fixés. Toutes ont reçu des contrats d'objectifs pour l'année 2025. Également, la lettre de mission du directeur général remise par le président du conseil d'administration de l'ONEP. On peut se passer quelques jours d'un certain nombre d'infrastructures, mais il est très difficile de vivre même 2 jours sans avoir de l'eau
et de l'eau potable en plus. Donc notre ministère de tutelle fonde un grand espoir dans le travail de l'Office national de l'eau potable pour que sa politique sectorielle soit traduite en actes et que les populations soient impactées. À cette occasion, les meilleurs agents de l'ONEP, après un processus d'évaluation interne, ont été distingués. Un engagement pour faire de l'accès de tous à l'eau potable une réalité partout en Côte d'Ivoire. Et à petite échelle, dans la zone nord d'Abidjan, le projet quartier propre Santé pour tous mobilise tout Yopougon, une initiative communautaire de la chefferie de Yopougon 2. Elle engage les populations dans la transformation durable des quartiers et la gestion efficace des déchets. Le reportage de Marina Manzan et Godfrey Kambawa. C'est dans un esprit engagé que les populations du quartier Poiboué 2 dans la commune de Yopougon se sont réunies pour faire de leur cadre de vie un espace plus sain et propice à la santé pour tous. Le projet quartier propre Santé pour tous, porté par l'ONG Oasis Action et la chefferie de cette commune, ambitionne de sensibiliser les habitants aux enjeux de l'hygiène tout en initiant des actions concrètes de salubrité dans les quartiers. Nous avons constaté que le quartier était devenu très insalubre. La surpopulation du quartier, l'occupation anarchique, les ouvrages qui étaient très mal utilisés, mais également le centre de santé communautaire qui en a appui au quartier. Nous nous sommes rendus là-bas aussi. Les données sanitaires ont démontré des pics en termes de paludisme, en termes de maladies diarrhéiques, en termes de maladies respiratoires au niveau des enfants. Donc il était impératif pour nous de mener des actions pour pouvoir, au niveau communautaire, faire face à cette situation. La santé aussi dépend de la salubrité. Il y a certaines maladies qu'on prend à cause de la saleté, telles que la fièvre typhoïde. Les gens vont s'asseoir partout là, à côté d'une femme qui vend locaux, ou bien des gens qui vendent garba, et derrière là, il y a plein de saleté. Attaché aux valeurs sociales, le parrain de cette initiative invite chacun à jouer sa partition. Il s'agit d'un problème d'environnement. Parce que Kobo 2 est un des quartiers les plus populeux de la commune de Yopougon. Donc les problèmes environnementaux sont beaucoup plus cruciaux dans ce genre de quartier. Donc une cérémonie qui permet tant soit peu de résoudre ces problèmes, il est important que nous puissions nous y engager. L'initiative se veut citoyenne, un exemple de développement local participatif où chaque habitant a un rôle à jouer. Vous avez pu remarquer au cours de vos déplacements dans le sud d'Abidjan des plaques orange vif qui indiquent que vous êtes sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, le nouveau nom adopté depuis 2023. Un marquage important sur ce boulevard qui portait jusqu'alors le nom de Valéry Giscard d'Estaing, président de la République française de 1974 à 1981. Ce changement de nom vient avec de nouvelles dispositions. À partir donc de demain, les motos et tricycles ne seront plus autorisés à circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Une actualité continentale à présent avec l'Assemblée constitutive de l'Organisation des anciens parlementaires africains. L'Ivoirien Ngoli Ehouman est porté à la tête de cette nouvelle institution qui envisage collaborer avec les États africains pour relever les défis contemporains. Nadège Kassi et Aboussa Nogo nous en disent plus. Les anciens parlementaires africains ont maintenant leur association. L'Assemblée constitutive de cette nouvelle association s'est tenue au palais de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. À cet effet, ses membres ont élu l'honorable Ehouman Ngoli, par ailleurs président de l'Association des anciens parlementaires du Côte d'Ivoire. Chers collègues, il est essentiel pour nous d'exister de manière légale et officielle. C'est la raison de notre rencontre aujourd'hui à Abidjan, sur les bords de la rue des Brilles. Ensemble, nous pouvons bâtir une organisation forte, influente et respectée, véritable moteur du progrès pour notre continent. Selon lui, l'Organisation des anciens parlementaires africains se fixe pour mission, entre autres, d'œuvrer pour le bien-être de ses membres anciens parlementaires dans tous les États, le reconnaître et préserver leur dignité, de promouvoir la cohésion sociale, de lutter contre le réchauffement climatique. Cette association entend pour cela établir une collaboration avec les responsables du pouvoir exécutif dans les États pour combattre le terrorisme. Cet événement s'est tenu en présence du parrain de l'organisation, le conseiller technique du président de la République, Hyacinthe Sarasoro. Notre rêve, c'est de voir l'Afrique unie sous l'égide
de ces anciens députés qui s'unissent, qui donnent le ton aux politiciens. C'est une réalité puisque nous nous retrouvons ensemble pour bâtir cette Afrique. Plusieurs délégations de pays africains ont pris part à cette assemblée élective. L'organisation des anciens parlementaires africains s'inscrit dans la vision d'une Afrique solidaire, prospère et stable. Et dans la vision d'une Afrique prospère, retour sur les 3 jours de forum entre le Tchad, le Cameroun, la Centrafrique et la Côte d'Ivoire, un cadre d'exposition de la coopération économique marqué par une volonté de faire croître les volumes d'échanges commerciaux. Les parties se présentent comme des espaces d'opportunités mutuelles propices pour le secteur privé. Le compte-rendu de Dangui Dangui. Libre circulation des biens, des services, des capitaux et des acteurs économiques pour le développement des échanges commerciaux entre ces 4 pays. C'est l'objectif du Forum de coopération économique qui a réuni les secteurs publics et privés tchadiens, camerounais, centrafricains et ivoiriens pendant 3 jours. On a découvert qu'au niveau des entreprises, il y avait beaucoup d'échanges mais qui n'étaient pas souvent connus. On a vu qu'il y a une entreprise ivoirienne, par exemple, qui elle se transforme 20% du cacao camerounais, de la production totale. Et également, en très peu de temps, a pu se hisser à la 3e place dans le monde bancaire et financier. Et également, il y a beaucoup d'hommes d'affaires camerounais en Côte d'Ivoire également. Et donc, nous avons voulu identifier ces différents acteurs pour pouvoir les accompagner. Au moment où le rideau tombe sur ce forum, reste maintenant à transformer ces recommandations pour le développement des échanges commerciaux entre ces 4 pays. J'ai bon espoir que la recommandation issue de cette première édition marquera la redynamisation de cette coopération bilatérale et la promotion des potentialités économiques. Cette première édition de ce forum de coopération économique entre le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale. Et un secteur privé fort, ça se construit avec des ressources humaines compétentes. Sorti du prestigieux Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, 22 nouveaux diplômés vivent les réalités du management et de la gestion dans une immersion professionnelle au sein d'une entreprise commerciale de grande distribution. On en parle avec Serge Colléa. Les étudiants de l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, à l'épreuve du management de la grande distribution. 22 diplômés issus de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises et de l'ECG, l'École de commerce et de gestion. Après leur licence professionnelle, ces jeunes managers achèvent la phase pratique de leur formation. Après la diplomation, on embrasse une carrière professionnelle en quelque sorte à Ocean Retail Côte d'Ivoire où nous allons évoluer en tant que manager. Ce programme, selon le directeur général de l'INPHB, est un modèle innovant de coopération alliant connaissances théoriques et maîtrise des métiers. Nous sommes sur un modèle de formation où, en tout cas pour la première promotion, je l'espère également pour celle-ci, 100% des auditeurs, des diplômés trouvent tout de suite un emploi, donc sont insérés automatiquement au sein du groupe Auchan. Ce parcours de formation est ouvert aussi bien aux jeunes qui ont suivi des parcours au sein de l'INP, mais surtout dans son innovation, c'est qu'il s'adresse véritablement à tous les étudiants de Côte d'Ivoire dès lors qu'ils sont détenteurs d'un diplôme de Bac+2. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue ce partenariat instauré en 2022 entre l'INPHB et ses partenaires. Cette deuxième promotion composée de 22 diplômés a suivi les cours théoriques tout en étant en immersion 3 semaines par mois sur une année dans les magasins et grandes surfaces. Et on change de registre à présent avec 2 brillantes jeunes filles, des Miss Mathématiques. La région de la Maraoué en compte 36, un véritable girls band, férues de maths, et elles sont encouragées par les autorités locales selon ce point de Godfrey Okambawa. Les 36 lauréates du concours Miss Mathématiques de la région de la Maraoué
honorés pour leur performance dans cette matière qui continue de troubler le sommeil de nombreux élèves. Tout le monde peut faire les maths. Voici moi aujourd'hui, je suis lauréate au concours Miss Mathématiques 2025. Donc j'encourage toutes mes camarades à faire les maths. Pour résoudre l'épineuse équation de la vulgarisation des mathématiques dans la Marawe, le président du conseil régional et le président de la Société mathématique de Côte d'Ivoire ont apporté leur soutien aux initiateurs de ce concours dans cette localité. Nous avons constaté à l'université que dans les formations scientifiques, il y a très peu de filles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de favoriser les filles, d'encourager les filles à s'orienter de plus en plus nombreuses vers les formations scientifiques. Dans chaque activité, dans chaque science, il y a un esprit, il y a un cerveau. Les sciences, les maths de Côte d'Ivoire et de l'Afrique, l'esprit qui porte ces maths, l'homme qui porte ces valeurs-là, c'est le professeur Saliou Touré. Au cours de cette cérémonie, Epiphane Zorobalo a annoncé la création d'un camp scientifique annuel dès les prochaines vacances pour renforcer l'accès aux sciences. Également, la mise en place d'une bourse d'excellence destinée à la meilleure élève en mathématiques de la région. Dans le secteur de la santé, la riposte contre les accidents cardiovasculaires est un axe important. Une lutte plus efficace avec une prise en charge intensifiée, les implications d'un engagement pour sauver des vies dans cet élément de Jean-Marc Tchétchi. Chaque année en Côte d'Ivoire, près de 15 000 personnes sont victimes des AVC et environ 10 000 en meurent. Pour la 6e édition des Awards de la santé, le ministère et ses partenaires s'engagent fermement dans la lutte contre les AVC. Le thème choisi cette année, c'est la lutte contre les AVC. Et c'est autour de ce thème que les critères ont été élaborés par une équipe d'experts pour récompenser les lauréats qui excellent dans la lutte contre cette pathologie qui pose un problème de santé publique. Pour le ministre de la Santé, représenté par son directeur de cabinet, la question des accidents cardiovasculaires est de plus en plus inquiétante. Mettre cette pathologie au centre de ces awards constitue une interpellation. Avec 15 000 cas recensés chaque année en Côte d'Ivoire, dont 10 000 décès, les AVC figurent parmi les premières causes de mortalité dans notre pays. Selon l'OMS, 11% des décès liés aux maladies non transmissibles sont attribués aux maladies cardiovasculaires. Ces chiffres nous interpellent. Ils nous rappellent l'urgence d'agir ensemble pour prévenir en sensibilisant. Me réjouissons de ce que la présente édition met l'accent sur l'un des grands défis majeurs de santé publique de notre époque que constituent les accidents vasculaires cérébraux. J'apprécie que soient célébrés celles et ceux qui, de par leur initiative et leur engagement soutenu, contribuent à l'amélioration de l'offre des soins en général et plus spécifiquement demeurent actifs dans la prévention des AVC et l'accompagnement des personnes touchées par cette maladie. Si 45% des hospitalisations sont liées à cette pathologie, ces awards de la santé sont le signe de la volonté à renforcer les offres de soins et la prise en charge des malades. Cette initiative de distinction traduit la reconnaissance de l'État au profit des agents et promouvoir la qualité du travail. Pour les personnes vivant en situation de vulnérabilité, la solidarité est une source d'eau vive et même une source de vie. Suivant l'œuvre de l'ONG internationale chrétienne Source Eau Vive dans le village d'Ongwa-Yaokro, sous-préfecture de Languibonou, c'est dans la région de Gbeke. Là-bas, des familles aux conditions de vie non reluisantes ont été soulagées par des vivres, par des dons et également des cours d'alphabétisme sont offerts par cette organisation. Gervais Kwasi et Soro Corona nous en disent davantage. C'est dans le village d'Angwa-Yaokro, dans la sous-préfecture de Languibonou, sur l'As Béomi-Bouaké, que les responsables de l'ONG internationale Source Eau Vive ont déposé leurs valises. Donner de la nourriture, aussi bien biologique que spirituelle, aux populations d'Angwa-Yaokro et les villages environnants était la raison de la présence du premier responsable de l'ONG, Lucas Konan, et ses collaborateurs. Ce sont plus de 100 kits composés de sacs de riz, de pots d'huile, de paquets de pâtes alimentaires, de savon
qui sont gracieusement offerts aux ménages vulnérables ainsi qu'aux chefs des villages, en plus des leaders d'associations de jeunes et de femmes. Apprendre à lire et à calculer aux adultes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, c'est aussi l'une des missions de l'ONG Source Eau Vive, qui ouvre une salle d'alphabétisation dans le village. Ce geste n'est pas le premier du genre. Nous avons compris que le développement passe forcément par l'éducation. Et nous nous réjouissons parce que la première activité de ce projet au niveau du village de Clément-Clos a donné vraiment une très bonne réussite. Plus de 150 personnes se sont inscrites. Les populations d'Anguaya-Okro expriment leur reconnaissance à l'endroit de l'organisation bienfaitrice. Je suis très ému. Je lui dis merci, que le Seigneur le soulève encore de plus. L'ONG Source Eau Vive n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et d'autres villages seront visités, nous rassurent les responsables de ces structures chrétiennes. Voilà, les cours d'alphabétisation et des dons en vivre participent au bien-être des populations, tout comme cette décision du vivre ensemble, de cohésion sociale encouragée dans la ville de Bondoukou. Suivant ce commentaire de Jean-Marc Djadji. L'autorité suprême des Koulango, Dagbolo Saï Ier et Amadou Mamadou, cadre de la région de Dinaoudi, enterrent la hache de guerre. Une initiative de André Kouadio, préfet de Bondoukou, dans le cadre de sa tournée régionale. Ces deux ex-belligérants ont décidé publiquement de faire la paix après une crise de chefferie à Dinaoudi. Une grande joie pour les populations de la localité. Nous savons que c'est ensemble, avec un esprit de collaboration et de solidarité, que nous parviendrons à surmonter les défis et à faire face aux enjeux du développement local. Monsieur le préfet de région, votre visite est un moment privilégié pour notre communauté. Elle nous permet de bénéficier de vos orientations éclairées pour renforcer la cohésion sociale et le progrès de notre sous-préfecture. L'unité retrouvée, le préfet de Bondoukou s'engage à renforcer cette cohésion dans la région. Cette union, cette paix est absolument nécessaire pour notre pays. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre, on n'en a pas besoin. Votre présence massive, c'est vraiment la preuve que vous rentrez dans la vision du chef de l'État qui est d'avoir une Côte d'Ivoire unique et indivisible. La tournée régionale de André Kouadio, préfet de Bondoukou, répond à la préoccupation de promouvoir le vivre ensemble, comme prôné par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et sur l'organisation locale sociale, la communauté Oué se réorganise et réorganise même sa chefferie. Elle désigne pour cela un nouveau chef pour cette chefferie Oué qui aura la charge de réorganiser la structure et adopter une nouvelle charte pour le peuple Oué. Cécilia Bassolé, Assitan Diarra et Sidiki Ouattara nous font le point. C'est au son des tam-tams que le patriarche de la communauté Oué fait son entrée dans la Diambra Michel, ce qui marque le début d'une journée historique à la cité policière de la commune de Yopougon en BAE. L'atmosphère est chaleureuse et conviviale. Les membres de la communauté vêtus de leur habit traditionnel, le pagne-oué, symbolisent de l'héritage et de l'unité du peuple. 19 chefs de canton se rejoignent à cette cérémonie qui vise à réorganiser la chefferie et projeter cette institution ancestrale vers l'avenir. Il s'agit pour le peuple Oué de se doter d'une charte, en quelque sorte un document qui va définir la ligne de conduite de tout le peuple Oué. Que nous avons besoin de beaucoup plus de développement aujourd'hui. Un peuple inorganisé est un peuple qui va à volo, un peuple qui va à sa perte. Un moment très attendu de la journée, la désignation du chef suprême Oué. La chefferie est traversée par divers courants, diverses positions. Ma préoccupation première, c'est le peuple Oué. Je suis désigné pour le défendre partout. Le patriarche de la communauté Oué, figure respectée et gardien des traditions, prodigue ses premiers conseils au nouveau chef. Lorsque vous ne croyez pas en vous, ne demandez pas aux autres de vous croire. Nous sommes sur le chemin de la cohésion, nous sommes sur le chemin de l'union des efforts. Dans la salle, les réactions sont unanimes. Participants, jeunes et anciens, considèrent cette décision comme un tournant décisif pour l'avenir de la communauté. Je suis très heureux de participer. Je suis, je crois que sa prestation sera bonne. On a trouvé qu'il est vraiment valable, qu'il remplissait les conditions.
depuis son instauration le 4 décembre 2024. La restructuration de la chefferie Oué continue de renforcer l'unité du peuple tout en préservant l'essence même de cette tradition. Maintenant, on se penche sur l'avenir de nos habitudes alimentaires avec cette interrogation. Selon vous, il serait fait de quoi le pain de chez nous? Le choix est facile avec la variété de farine obtenue de nos céréales, le mil, le maïs, le sorgho ou encore l'igname. Une caravane sillonne même le pays en ce moment pour intégrer le concept à nos habitudes alimentaires. Roxane Ambaché et Souleymane Donisongou. Bernadette Guigui, en compagnie d'importants promoteurs du pain, procède à une dégustation des produits composés à base de céréales. Du pain confectionné avec des produits locaux. Du pain au lait, composé majoritairement de blé, parfois avec une portion de farine de mil ou d'igname. Nous sommes au lancement de la caravane dénommée « Consommons le pain de chez nous ». Il s'agit de la promotion du pain résultant d'un mélange de farine de blé et de farine issue de la transformation de nos produits du terroir tels que le manioc, le maïs, l'igname, la banane, le sorgho, le mil, le riz. Et on peut aller sur d'autres produits. Ce projet se veut un prolongement de l'objectif de la FOMSI appliqué au secteur stratégique de la boulangerie. Des produits dont les valeurs nutritionnelles sont attestées par Dr Kanigi Ouattara. Les bêta-carotènes, ce sont donc des nutriments qui sont liposolubles et qui sont impliqués dans beaucoup de processus biologiques, notamment le développement embryonnaire. Comprenez? Donc, ça veut dire que l'enfant, déjà lorsqu'il est au stade d'embryon, bénéficie bien sûr donc de l'apport des bêta-carotènes que nous avons signalé ici. Également aussi la croissance cellulaire, c'est-à-dire nos cellules. Ça, c'est surtout pour les grands malades. La représentante du ministre du Commerce et de l'Industrie rassure de l'adhésion du ministère de tutelle à ces projets. Le ministère en charge du commerce souscrit avec forte conviction aux 10 projets dont l'objectif est de renforcer la résilience de la sécurité alimentaire dans la fabrication du pain avec de la matière locale. Cette caravane sillonnera 12 grandes villes de la Côte d'Ivoire du 16 juin au 30 juillet prochain. Et vu qu'il est question de transformation, interrogeons-nous sur l'avenir du balafon. Le balafon Djegele à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Il fallait y penser. Quels défis et perspectives? Une conférence a été menée sur le sujet et animée par l'universitaire Koné Ibrahim. Il a présenté la nécessité d'allier traditionnalisme et modernité. On en parle dans ce rapport de Malika Koulibaly et Adama Kéré sur le Djegele Festival. Savoir utiliser le numérique pour faire valoir les compétences des balafónistes, préserver l'authenticité du balafon face à la modernité et son adaptation aux autres genres musicaux contemporains, rendre accessible à tous. Ce sont entre autres des défis à relever selon le conférencier du jour, Ibrahim Koné, maître assistant à l'université Peloforogbon Koulibaly de Korogo. Ces défis étaient des défis de numérisation, de protection du patrimoine culturel du Djegele, des défis de création de contenu avec le balafon tout en préservant l'authenticité et les valeurs intrinsèques propres au balafon Djegele. Et des défis aussi de parvenir à faire en sorte qu'on puisse, de par les plateformes des logiciels, éduquer les artistes à véritablement comprendre, promouvoir, pratiquer l'art du balafon Djegele. Si le Djegele Festival est l'un des moyens expérimentateurs de balafon, le positionner au niveau d'autres musiques de qualité reste l'important défi à relever. Le balafon est un outil artistique qui n'est pas figé. Il faut savoir l'utiliser à bon escient pour que notre contemporanéité puisse être inestimable pour nous dans un monde qui est fluide. Faire en sorte que notre culture puisse avoir de la valeur, puisse être implémentée, dynamique pour les autres cultures. Bien qu'il soit une tribune de promotion du balafon, le Djegele Festival gagnerait aussi à trouver des solutions d'adaptation à l'ère du numérique, utiles à un lendemain meilleur.
Nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières avec de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. Alger demande à 12 agents français de quitter son territoire sous 48 heures. Une décision contre laquelle Paris menace de représailles immédiates. D'après le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, c'est une décision qui serait en réponse à l'arrestation de 3 ressortissants algériens, dont un agent consulaire. Ils sont soupçonnés de faits graves sur le territoire national français. Ces hommes sont suspectés d'être impliqués dans l'enlèvement fin avril 2024 d'un opposant au régime algérien, l'influenceur Amir Boukors. Et voilà, c'est le terme de ce journal que nous avons pris grand plaisir à vous présenter. Un journal traduit pour vous en langue des signes, votre édition que vous retrouverez demain à 13h. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1.